Je pense que je suis seul face à salle. Vous arrivez à m'entendre, Chérine? Oui, je vous entends très bien. Je pense que la connexion est plus stable à présent. Monsieur Benicha, bonjour. Nous vous remercions d'avoir Ah, accepté je notre suis. invitation pour ce Bonjour. dernier panel qui portera sur l'inclusion sociale du secteur informel. Je rappelle que vous êtes expert RSE. On est réellement ravis de vous avoir avec nous pour la première fois aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci à vous. On va attendre très rapidement Monsieur Belli qui va nous rejoindre et puis on pourra démarrer. En attendant l'arrivée de Monsieur Berry, comme je vous l'ai expliqué précédemment, Monsieur Benicha, la coalition pour la valorisation des déchets a porté en août et septembre dernier, donc en plein Covid, un projet de contribution à la commission spéciale pour le modèle de développement. Ce projet a porté sur 6 thématiques stratégiques différentes, parmi elles les industries de valorisation, l'innovation, la communication, la gouvernance et la réglementation. Et puis, une des thématiques phares, Monsieur le Barry est parmi nous. Voilà. Bonsoir. Donc, bonsoir. Et donc, l'une des Bonsoir. thématiques phares était celle de l'inclusion sociale du secteur informel. Donc, un comité s'était réuni, avait travaillé durant différentes séances pour apporter des recommandations et des mesures prioritaires à ce sujet, à ces problématiques, à ce réel challenge social au sein du secteur de la gestion et de la valorisation des déchets, qui démarre d'abord chez le chiffonnier, chez nos récupérateurs informels, mais qui va aussi chez de grosses entreprises, de gros industriels qui malheureusement ne sont pas complètement structurés, organisés ou ne répondent pas à la réglementation en vigueur. Donc l'idée est réellement d'apporter des idées, des approches novatrices pour attirer tout ce tissu informel vers le secteur structuré et créer davantage de valeur ajoutée. Je vous propose de partager avec vous les recommandations donc, qui avaient été faites dans le cadre de cette contribution et puis au fur et à mesure d'avoir vos insights et votre lecture sur ces grandes lignes, mais aussi en tant qu'expert du sujet. Avec plaisir. Alors, déjà, quand on a commencé le brainstorming sur cette thématique, on a atterri sur plusieurs transitions, mais une en particulier, et puis un chantier. La transition était celle de créer un environnement économique et social inclusif à travers une intégration statutaire, financière et sociale des travailleurs informels sur l'ensemble de la chaîne de valeur, que ce soit pour la collecte, le tri, le recyclage ou encore la valorisation énergétique des déchets. Cette transition-là nous mène bien évidemment vers de start-up et d'auto-entrepreneurs. De fil en aiguille, on a atterri sur un certain nombre de mesures que l'on considère comme étant prioritaires pour transformer tout ce tissu-là et qui arrivent toutes sous un même chapeau qui est celui d'impliquer tous les intervenants de la pyramide de la collecte, de tri et de la valorisation des déchets de différentes manières. La première est d'organiser les récupérateurs et d'encourager le système de tri à la source qui permettra bien évidemment d'avoir une meilleure qualité des matières premières à trier parce qu'elles ne seront plus souillées et contaminées. La deuxième est de minimiser le nombre d'intermédiaires qui causent une grande déperdition de valeur ajoutée et qui augmente bien entendu le coût de la matière première à l'achat pour les valorisateurs. Monsieur le Ballet nous le dira, aujourd'hui, les entreprises structurées sont en totale compétition avec le secteur informel parce que le gros industriel va devoir passer par plusieurs étapes, plusieurs intermédiaires avant d'accéder à la matière première et au final, le circuit d'achat et le coût logistique s'élève très rapidement. La troisième recommandation est d'associer les récupérateurs informels aux ramasseurs industriels qui possèdent des installations de stockage et de tri performant des déchets. Aujourd'hui, sur les différentes villes, mais principalement dans les grosses, dans les métropoles, sur Casablanca, Tanger, Marrakech,
on va retrouver des stations informelles de récupération, de stockage, de consolidation de ces déchets, qui souvent sont en plein milieu des villes, dans des hangars, dans des garages. Les nuisances sont à la fois sanitaires et environnementales, parce qu'il y a un manque de moyens. Il y a un manque de moyens chez ce tissu informel instructuré. Et donc, l'idée est de driver l'existant, driver les moyens logistiques existants pour justement les attirer vers les plateformes structurées de nos industriels. Et puis enfin, de développer, consolider et soutenir les micro-entreprises de valorisation et de recyclage de déchets que l'on compte aujourd'hui par milliers au Maroc. À titre indicatif, dans le cadre de l'étude pour la mise en place de l'écosystème vert, on a tenté d'identifier, je n'emploierai pas le mot recensé, mais d'identifier le nombre de récupérateurs informels et de petits intermédiaires dans ce secteur que l'on compte aujourd'hui à près de 40 000 à travers le Maroc. Donc l'ensemble de ces 4 mesures prioritaires vont nous ramener à des recommandations opérationnelles. Donc, comment déployer tout de suite sur le terrain et créer de la valeur. On parle d'abord de soutenir et appuyer le travail des coopératives de trieurs pour renforcer leur capacité à intégrer et encadrer de plus en plus de travailleurs informels. Ensuite, il est question de soutenir les activités des coopératives de tri et de collecte à travers la commande publique. On a vu sur ces 3 dernières années un certain nombre de coopératives de chiffonniers et de collecteurs informels se créer, s'organiser dans les différentes villes et tenter autant que possible d'organiser, de structurer leur chaîne de valeur. Aujourd'hui, les coopératives vont un stade au-dessus et se regroupent en confédération de coopératives pour justement tenter d'attirer un maximum de chiffonniers et de les encourager à se structurer, à travailler de manière plus ou moins organisée, mais aussi pour faire valoir leurs droits et mettre en statut de déficit d'autorisation de collecte, etc. La 3e recommandation opérationnelle est celle de mettre en place un cadre réglementaire qui vient régir le travail de tri et de collecte des déchets au niveau des décharges. On le voit, de plus en plus de décharges s'équipent de mini-centres de tri, de plateformes de tri qui sont co-gérées par ces coopératives-là et qui regroupent les chiffonniers qui avant travaillaient dans la décharge de manière informelle, ils les regroupent au niveau de la coopérative pour essayer de les intégrer. Maintenant, il faut un cadre réglementaire spécifique à ce type d'activité. Il est question aussi d'imposer aux récupérateurs le statut d'auto-entrepreneur avec un système fiscal spécifique. Le statut d'auto-entrepreneur est encore tout récent au Maroc, on parle de quelques années. C'est un statut qui a permis beaucoup de reconversion de l'informel vers le formel, qui évolue en continu et on l'espère qu'il permettra très vite d'attirer davantage de personnes, de collecteurs grâce à des mesures fiscales mais aussi sociales, notamment la couverture sociale donc dans le cadre de ce système. Et puis enfin, la dernière recommandation opérationnelle est celle d'organiser des formations d'encadrement au profit des travailleurs informels pour les initier aux meilleures pratiques du métier et pour les convaincre de créer des coopératives. Et là, le sujet est humain et social avant tout. On a face à nous des travailleurs qui jusque-là ne se soumettaient à aucune réglementation, ni à aucun processus ni façon de faire, les attirer de ce monde, entre guillemets, à un système plus organisé, mais aussi plus strict, forcément, il faut pouvoir les accompagner. Il faut les accompagner, il faut les sensibiliser, il faut les former aussi, il faut les former aux méthodes réglementées pour justement les faire adhérer complètement. Voilà. Donc, en gros, ça, c'est les 5 mesures prioritaires ou les 5 recommandations qui ont découlé du projet de contribution au modèle de développement. Le sujet humain nous intéresse particulièrement parce qu'on a eu l'occasion aussi de débattre du sujet économique, de création de valeur, mais le sujet humain ici des travailleurs informels et des chiffonniers nous intéresse particulièrement et on aurait voulu avoir
votre lecture et vos recommandations en tant qu'expert à ce sujet-là. Je vous donne la parole, Monsieur Benja. Merci beaucoup, Chérine. Vous arrivez à m'entendre? C'est bon? Très bien. Euh, Allez-y. ouais, donc effectivement, je partage complètement les recommandations que vous venez de présenter, Chérine, qui font sens et qui effectivement sont également des doléances aujourd'hui des opérateurs, que ce soit des ramasseurs industriels engagés, et je souligne bien le terme engagé, que ce soit les personnes donc qui collectent les déchets. Je pense que l'économie circulaire et l'inclusion sociale partagent une même ambition, c'est celle de répondre aux défis aujourd'hui du développement durable. Un des défis du développement durable, et notamment dans le contexte national marocain, c'est la création d'emplois pour les jeunes et en même temps la lutte contre la pauvreté, contre les inégalités. Et l'autre défi de l'économie circulaire, c'est celui à la fois de protéger l'environnement en assurant une gestion responsable des déchets, mais également profiter de l'opportunité de la valorisation, du recyclage, de la valorisation des déchets pour éventuellement, pour certaines industries, améliorer leur compétitivité. Donc, on est vraiment en convergence totale et aujourd'hui, ce qu'il nous faut pour vraiment profiter de cette convergence, de cette synergie, l'économie circulaire et l'inclusion sociale partagent finalement les mêmes ambitions. Je pense que ce qui nous manque au Maroc, effectivement, c'est le modèle opérationnel ou les modèles opérationnels pour pouvoir mettre en place des projets qui fonctionnent et surtout pour pouvoir dupliquer les projets. Je pense que Simonir tout à l'heure pourra témoigner de certaines opérations, on va dire certains projets qui aujourd'hui sont cités à titre d'exemple, puisqu'on a réussi justement grâce à l'engagement d'une entreprise à structurer une, je ne vais pas dire toute la filière, mais à structurer en tout cas des activités de ramassage, de collecte de déchets, tout en assurant une vie digne, un revenu décent pour des jeunes, pour des personnes, des populations qui se sont toujours nourries de ces activités qu'ils ont fait depuis plusieurs années dans l'informel, sans protection sociale, sans nécessairement de visibilité, sans nécessairement aussi d'équité, parce que très souvent dans la chaîne de valeur, ce n'est pas nécessairement les ramasseurs de déchets qui profitent le plus de la valeur ajoutée créée, c'est très souvent des intermédiaires qui, eux, n'apportent aucune valeur ajoutée. Ils profitent de la misère, on va dire, des gens qui ramassent les déchets. Et de l'autre côté, ils profitent aussi du besoin des entreprises pour, au passage, doublement gagner, on va dire, de l'argent sans nécessairement proposer des solutions, que ce soit à la question de l'emploi, que ce soit à la question environnementale, que ce soit à la question de l'économie circulaire et à l'utilisation de déchets comme ressources. Et donc, en guise d'introduction, moi, je pense que si on arrive à opérationnaliser les recommandations que vous venez de partager, qui sont tout à fait, en fait, sont les réponses aux questions qui sont posées aujourd'hui, que ce soit d'abord la forme on va dire, de passage de l'informel vers le formel, parce qu'aujourd'hui, l'entreprise classique qu'on connaît, hein, la SARL, autre, même le statut d'auto-entrepreneur, n'est pas nécessairement le cadre idoine pour vraiment pousser ces gens-là de passer l'informel, le formel. Je pense que le meilleur cadre, c'est celui qui nous est proposé par l'économie sociale et solidaire. Il faut qu'on soit dans des modèles où on privilégie pas nécessairement le profit. On est dans des modèles où on va privilégier plus le travail, on va privilégier moins le capital, on va privilégier le partage. Et donc, lorsque je vois sur votre slide le terme coopérative, moi je suis très content parce que au Maroc aujourd'hui, la seule organisation et le seul mode organisationnel qui répond un peu aux critères de l'entreprise sociale tel qu'il est connu à l'international, c'est le modèle de coopérative. Moi, j'espère qu'un jour dans notre pays, on arrive à sortir un texte qui régit les entreprises sociales. Juste très rapidement pour expliquer à l'audience la différence entre une entreprise sociale
et une entreprise classique, c'est que dans une entreprise sociale, les gens ne contribuent pas avec un capital. Monsieur Benaïcha, il me semble qu'on vous a perdu. Je pense que nous avons perdu Sibin Hicham. Ah, il est revenu. Il est là, Ouais, il est ouais, là. ouais, je suis désolé, hein. Je suis désolé, j'ai été coupé. Je vais peut-être juste couper la vidéo, peut-être pendant l'intervention. Vous m'entendez bien maintenant? Parfaitement. Oui. Donc ce que je disais avant que ça coupe, c'est que on a besoin aujourd'hui, de trouver un modèle un peu adapté de l'entreprise sociale et solidaire tel que on l'appelle de nos voeux, hein, parce que c'est une demande pas uniquement dans le domaine de l'économie circulaire aujourd'hui, c'est demandé dans toutes les activités de l'économie sociale et solidaire. Donc je pense que le modèle coopératif est effectivement un très bon modèle. Le mode ou le schéma, ou on va dire le statut de ton entrepreneur peut être aussi une très bonne réponse aux besoins de voilà de faire transiter notamment les gens qui ramassent des déchets, donc les gens qui collectent les déchets, de les faire passer de l'économie informelle vers l'économie formelle. Donc moi je pense qu'aujourd'hui le rôle de l'entreprise, puisque aujourd'hui vous m'avez interpellé avec ma casquette d'expert en RSE, moi je pense que le catalyseur qui peut aider, en attendant d'avoir ce cadre-là, en attendant que aussi l'État mette en place des facilitations, des incitations, je pense que les entreprises qui ont des démarches RSE, qui sont engagées, qui sont dans des secteurs où il y a un potentiel très intéressant de recyclage et de valorisation, je pense que déjà ces entreprises-là peuvent commencer à mettre en place, à expérimenter. Et Simonir, il l'a fait, hein, chez GPC. J'aimerais bien qu'il nous raconte un peu ce qu'ils ont fait de l'entreprise et d'expérimenter justement, de sortir les sentiers battus et d'expérimenter des modèles où on peut, grâce à notre démarche RSE, grâce à notre engagement RSE, on arrive à appuyer un projet qui va être structuré autour du besoin de l'entreprise, mais qui a des bénéfices extrêmement importants pour la chaîne de valeur au niveau de la gestion, la collecte, la gestion, la valorisation des déchets. Monsieur le Bali, je vous laisse rebondir sur les observations de Monsieur Benaïcha et Bien sûr. aussi par rapport à votre expérience avec ces travailleurs informels, où on le sait, le secteur du papier et carton a tenté d'intégrer les récupérateurs pour augmenter les taux de valorisation, les taux de récupération. Pardon. Alors déjà, je rappelle que il y a trois objectifs principaux dans tout cela. Premier objectif, c'est de capter le gisement que nous avons dans les charges publiques, dans les bennes, tout ça. Deuxièmement, améliorer le statut du chineur ou bien du gars qui travaille dans l'informel, qui est sur place dans des charges publiques. Et troisièmement, produire ou bien fabriquer un produit compétitif. Et aujourd'hui, on parle du produit Maroc. Alors, pour revenir, le statut du chineur, le chineur ne pourrait améliorer son statut, comme ce que nous sommes en train de faire dans l'écosystème vert, que s'il y a une implication de l'amont vers l'aval, qui est une implication de l'État à travers des subventions ou autres, incitations fiscales ou autres, qui pourraient tirer vers le haut le chiffonnier ou bien le chineur, avoir ou capter un déchet qui aujourd'hui c'est une matière, comme on l'a dit tout à l'heure, secondaire. Et moi je dirais que c'est une matière première prime, parce qu'elle remplace pratiquement la matière première issue de ce qui est vierge, et
pour donner un statut à ce chineur, il faudrait trouver, comme ce que nous sommes en train de faire, soit des agrégations, soit des coopératives, soit l'accompagner à être, de passer de l'informel, mais pas tout de suite au formel, mais à une étape intermédiaire qui assurera une avancée au fur et à mesure. Parce que c'est vrai qu'on veut passer tout de suite d'informel vers le formel, mais aujourd'hui, ce n'est pas évident. Pour des sociétés industrielles qui opèrent aujourd'hui dans ce secteur, ils essayent de ne pas travailler directement avec les chiffonniers ou bien les chineurs pour des problèmes fiscaux. Donc, et c'est là où il y a des intermédiaires qui ont été créés entre le chineur et l'industriel, à part les grands ramasseurs et les grands collecteurs qui aujourd'hui, ils ont investi sur une industrie de collecte. À part cela, il y a pas mal d'intermédiaires qui biaisent un peu cette, comment dirais-je, cette valeur ajoutée. Voilà. Alors normalement, entre le prix que vend le chineur et le prix qu'achète l'industriel à la fin, c'est du simple au double. Donc, et normalement, s'il y avait, si on arrive à réduire cette chaîne, qui dans la chaîne, il y a quelques maillons qui sont à valeur ajoutée très très basse, on pourrait aussi bien améliorer le statut du chineur et deuxièmement, améliorer la compétition de l'industriel qui achètera in fine un produit ou bien un déchet entre guillemets noble à des prix compétitifs et ça va se répercuter sur ce que produit en aval l'industriel qui après ça sert surtout pour des emballages et après c'est pour emballer en transverse tous les produits Maroc. Donc je ne sais pas est-ce que j'ai répondu à la question, Géline. Et moi, je pense que pour rebondir à ce que, je pense que pour rebondir à ce que tu disais, Simonir, je pense que effectivement, tu as bien fait d'insister sur attention, hein, on cherche pas de passer avec un cliquement de doigts de l'informel vers le formel. La marche est vraiment longue. Il faut C'est pas vraiment prendre facile. le temps de le faire. Il y a un cadre à mettre en place. Il y a aussi une éducation, une culture à mettre en place, etc. Mais moi, je pense qu'il y a au moins à trois niveaux beaucoup de potentiel. Je parlais tout à l'heure des entreprises qui ont des démarches RSE et moi j'en connais plusieurs déjà qui trient les déchets, qui les mettent à la disposition de certains entrepreneurs. Euh, qui, je pense que ces entreprises-là, il faut les encourager. On parlait tout à l'heure justement de cadres réglementaires, on parlait aussi peut-être de fiscalité, peut-être, etc. Je pense que le deuxième élément, c'est la commande publique. J'ai vu un commentaire dans l'échange comme quoi les coopératives ils pourraient pas accéder aux appels d'offres. Je rappelle que il y a un décret qui est sorti l'année dernière justement qui permet aux coopératives de répondre à des appels d'offres. Donc aujourd'hui, ce n'est pas fermé. Ils ont des coopératives qui sont structurées, qui peuvent très bien répondre à des appels d'offres et gagner des appels d'offres. Why not? Et je pense que le troisième niveau aussi, c'est au niveau des collectivités territoriales, au niveau des villes. Je pense que, dans les contrats de délégation de services publics, pour la collecte et le ramassage des déchets ménagers, on gagnerait dans les prochains contrats à inclure des clauses inclusives où on va exiger de celui qui va gagner le contrat de prévoir au niveau de parce que ces gens-là, ils se traitent une partie de leur activité, et, ils utilisent aussi de la main d'œuvre, etc. Donc, ils pourraient aussi accompagner des TPE ou en tout cas des auto-entrepreneurs, notamment dans certains domaines de tri sélectif, des domaines de valorisation. Donc, je pense qu'il y a plusieurs possibilités. Maintenant, je le dis encore une fois, les acteurs ne vont être
encouragés à le faire que, un, s'il y a le cadre légal et réglementaire, effectivement, si, deuxièmement, il y a un écosystème qui se met en place où on encourage les acteurs pour s'engager, et troisièmement, si on arrive aussi à trouver du financement qui est adapté à ce type d'économie, à ce type d'entreprise. Comme je le dis tout à l'heure, hein, l'économie sociale et solidaire, elle a des modèles complètement différents des modèles de l'économie classique. Et donc, il va falloir quand même développer des systèmes de financement qui sont adaptés. Je vois par exemple avec le crowdfunding, c'est quelque chose d'intéressant à envisager. Donc voilà, donc il y a aujourd'hui du potentiel. On peut travailler sur l'informel, notamment dans ce secteur de l'économie circulaire, mais il y a des conditions. Parfait. Écoutez, vos observations sont très claires et à juste titre. Monsieur Le Bali, je ne sais pas si vous souhaitez rebondir sur l'une des recommandations en particulier. Alors, juste pour le cas, parce que aujourd'hui la problématique c'est d'essayer d'éradiquer l'informel, c'est vrai. Et on est très conscient qu'aujourd'hui les chineurs ou bien tout l'informel, ils ne bénéficient pas de la valeur ajoutée dont il faut. On est très conscient. Ils participent dans le cadre d'une économie circulaire et il apporte son grain de sel, mais il n'est pas très bénéficiaire de ce grain de sel. Maintenant, ce passage de l'informel au formel, il faudrait qu'il soit suivi de très près, parce qu'aujourd'hui, ces chineurs ou ces chiffonniers, ils ont pris l'habitude de travailler librement, de travailler dans un cadre entre guillemets de auto-entrepreneur, mais il fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, il peut ramasser tel produit, demain il peut ramasser tel produit, demain il peut arrêter sa charrette et rentrer chez lui pour 1 mois, 2 mois de repos. Si à la fête d'El Kbir, il va s'arrêter 3-4 semaines sans problème. Vous voyez, et pour mettre en place un style ou une méthode de travail rigoureuse qui rentre ou bien industrielle et tout ça, c'est pas évident. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut rattraper ces chiffonniers et ces chineurs? C'est là la question. Ou bien, parce qu'il y a le cas de l'expérience de Bernoncé, où le centre de tri avait recruté tous les chineurs du quartier. Et 1 mois, 2 mois après, tous les chineurs nous ont quittés, ils ont démissionné parce qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler 8 heures par jour d'une façon rigoureuse et tout ça. Donc maintenant, comment on pourrait, comment dirais-je, substituer ce chiffonnier ou ce chineur par un autre Marocain qui pourrait rentrer dans ce moule. Et on va remplacer un Marocain par un Marocain, il n'y a pas de problème. Mais on va commencer par, depuis le début, on va formater quelqu'un et rentrera dans le moule pour servir une industrie et être régulier dans l'approvisionnement et dans son activité. Parce qu'aujourd'hui, tous les chineurs, ils se réveillent quand ils veulent. Des fois, ils travaillent la nuit. Des fois, ils travaillent le jour. Quand il pleut, ils travaillent pas. Donc voilà. Donc pour mettre un cadre, comment dirais-je, qui va rentrer dans le moule de l'économie, il faudrait revoir, soit former ces gens. Et Dieu sait qu'ils sont un peu déformés. Excusez-moi le terme, mais c'est la réalité. Ou bien essayer de rééduquer pour qu'ils rentrent dans ce moule économique et industriel. Moi, je me permets, Simon, de rebondir pour dire, effectivement, tu disais, il faut que ces gens-là, ils ont l'habitude de travailler dans certaines conditions et que le formel pourrait être un challenge. Effectivement, moi, je te rejoins. Il faut qu'on arrive aussi à transformer. Moi, je pense qu'il y a 2 éléments très importants pour y arriver. Je pense que le premier élément, et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la coopération. Je pense qu'il ne faut pas continuer à considérer le chaîneur ou le ramasseur à titre individuel. Il faut arriver à encadrer ces gens-là et les pousser à se regrouper.
parce que lorsqu'ils vont se regrouper, par exemple, dans des coopératives de services, et aujourd'hui avec la loi sur les coopératives, on a la possibilité de former des coopératives de services, très intéressant, ça fonctionne comme une entreprise pratiquement, et ils peuvent aussi créer peut-être une société en parallèle avec la coopérative, etc., pour un peu remédier aux contraintes qui existent malgré tout aux coopératives, puisqu'on ne peut pas faire un chiffre d'affaires qui dépasse un certain niveau, etc. Je pense que le fait qu'ils se regroupent, qu'ils travaillent ensemble, ça serait déjà une réponse à ces problématiques que tu viens de citer. Lorsqu'on est dans une coopérative, lorsqu'on est malade, ben, les autres elles travaillent. Lorsque on a quelque chose à faire, ben, il y a la relève, il y a les autres qui peuvent faire. Alors que lorsqu'on est seul, ben, on est seul, quoi. Je pense que ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je pense qu'il faut arrêter aussi de se focaliser uniquement sur le ramassage et sur la collecte. Je pense qu'il est très important aussi de réfléchir à un peu plus d'innovation. On a perdu Simulation, je pense. Effectivement, je pense qu'on l'a perdu. Monsieur Benecha était en train de nous dire qu'il fallait pas se focaliser uniquement sur la partie collecte, mais qu'il fallait probablement, ce qu'il voulait dire, c'est insuffler l'innovation aussi chez cette course de ramasseurs, de chiffonniers et de collecteurs informels. Donc, comment les impliquer, augmenter la valeur ajoutée tout au long de la chaîne. Voilà, absolument. Très bien. Tout à fait. Absolument. Absolument. Je pense que c'est les deux éléments extrêmement importants. Maintenant, moi, je pense que on a un vrai gisement. Hein. Moi, je le dis, je le redis. On a un gisement énorme de création d'emplois. Il va falloir à un moment prendre notre courage à deux mains et de mettre en place quelque chose pour faire passer ces gens-là de plus en plus de l'informel vers le formel. Moi, je vous cache pas. Moi, lorsque je suis en train juste de circuler dans le quartier où j'habite, ou etc., aujourd'hui au Maroc, vous ne trouverez pas une seule bouteille en plastique jetée par terre. Vous trouverez pas un carton qui traîne. Vous trouverez pas un truc métallique etc. Parce qu'il y a des gens qui ramassent tout ça. Le problème, c'est que ces gens, ils le ramassent, ils le vendent à des misères. Et c'est la chaîne, dans la chaîne de valeur, il y a aujourd'hui quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on ait le courage de le régler. Et je pense, comme j'ai dit tout à l'heure, les entreprises ont une responsabilité pour le faire. Donc, lorsqu'ils utilisent des réseaux comme ça, ils ont un droit de regard et ils ont aussi une obligation de vérifier ce qui se passe dans cette chaîne. Est-ce qu'il n'y a pas de l'exploitation? Est-ce qu'il n'y a pas en tout cas, de l'exposition, ne serait-ce qu'à des produits dangereux de ces personnes qui ramassent les déchets? Parce que ça, c'est aussi faire passer de l'informel au formel. Hein. La maîtrise des risques à la santé et sécurité pour ces ramasseurs fait partie aussi de cette transition de l'informel vers le formel. Donc, les entreprises, ils ont une responsabilité. Les collectivités locales, elles ont une responsabilité parce que les collectivités gèrent aussi des milliers de tonnes de déchets chaque année qu'elles confient à des sociétés. Donc, il y a des choses à faire à ce niveau-là aussi. Et le troisième élément et qui a une responsabilité, c'est un peu j'allais dire les organisations qui encadrent, donc les associations, la société civile. On parlait de Schenner tout à l'heure, ils ont une mentalité, peut-être ils n'ont pas un niveau d'éducation suffisant, etc. Ben c'est le rôle des associations qui accompagnent, c'est le rôle des coopératives, c'est le rôle de ces acteurs de l'économie sociale et solidaire d'aider ces gens-là de les prendre par la main pour qu'ils puissent justement s'organiser, pour qu'ils puissent un peu travailler ensemble, etc. Alors c'est clair que tout ce que je vous dis peut paraître très théorique, hein, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme ça que ça a marché ailleurs. En France, je vous le dis, en France, par exemple, c'est l'entreprise sociale, le statut d'entreprise sociale, et c'est l'économie sociale et solidaire qui a apporté un coup de boost extrêmement important au renforcement de ces métiers, et même, j'allais dire, en profiter aussi pour insérer certaines populations, comme les personnes à mobilité réduite, comme ceux qui ont fait de la prison pour faire de la réinsertion sociale, etc. C'est à nous de voir comment faire, mais il y a des choses à faire, ça c'est sûr et certain. Écoutez, parfaitement. Merci beaucoup, Monsieur Benecha, pour vos insights très pertinents.
Effectivement, le sujet de l'entreprise sociale est beaucoup revenu aussi dans les commentaires. Comment est-ce qu'on peut promulguer ce type de statut au Maroc et l'utiliser justement pour encourager une économie sociale et solidaire pour ce tissu-là. Et je vais conclure très rapidement en revenant à un film qui avait été produit par GPC Carton il y a quelques années, Mikhali, qui suivait la vie d'un chiffonnier, collecteur. Je crois qu'on l'a tous vu, ce film, il était très touchant. Et je reviens sur ça parce qu'on parlait du sujet des volumes collectés ou des volumes non collectés. Et je me rappelle que sur ce film, un jeune homme nous disait vous pensez que tous les volumes que nous collectons, si nous les collections pas, où est-ce qu'ils seraient? Si ce n'est dans vos rues. Parce qu'aujourd'hui, les capacités de collecte des communes et des légataires sont tout de même, compte tenu des coûts et des complexités logistiques, etc., restent limitées. Aujourd'hui, je pense qu'on a un taux de collecte national de 88% à 2019, 88% après le passage du chiffonnier. Absolument. Voilà. Et ça, c'est un élément très, très important à retenir. Et attention, ce passage avant le camion du chiffonnier, il récupère une matière première, moi je dis toujours, prête à être recyclée, qui n'a pas encore été broyée ou bien mélangée ou bien souillée. Donc, il fait un captage avant que le camion détruise tout. Voilà. Tout à fait. Parce que finalement, ce qui arrive à la décharge est en grande partie contaminé et très coûteux à transformer. Absolument. Voilà. Écoutez, messieurs, merci beaucoup. Cette session aura été l'avant-dernière de la journée. On va tout de suite passer sur la dernière session qui est celle de la synthèse et de la clôture. En tout cas, le débat a été très riche. On est ravis de toutes ces recommandations, de tous ces insights qu'on tentera de regrouper et de partager avec nos internautes pour construire davantage d'idées, de projets, toujours dans le cadre de notre ambition de porter les filières de recyclage et de valorisation de déchets. Monsieur Benaïcha, merci infiniment pour votre présence, pour votre intervention. Monsieur Le Bari, pas besoin de vous remercier, vous nous avez accompagnés toute la journée. Mais voilà. Merci à tous. Ok, merci Simonir, merci chérie, bonne continuation, merci. Merci beaucoup.